Magnifique du coup. Voilà. Vous êtes en ligne. Connexion Internet restaurée. C'est bien, moi aussi j'ai été restauré. Bien. Donc en direct du Cochon Hardy, disais-je, et mes réflexions précédentes avec Bruno Noguered, c'est dans la suite de vous intéresser à Perpignan, nous aussi ça tombe bien. Bruno continue à s'intéresser à Perpignan. Je l'ai connu enfant. Il disait déjà, moi la mairie m'intéresse, je pourrais y faire des choses. Oui, mais enfin, on ne fait pas. J'ai eu Laurent, s'il te plaît, j'ai eu Laurent Goz il n'y a pas longtemps, et je lui dis, et alors Rivesaltes? Il dit, j'adore le muscat. Je lui dis, bon, t'es gentil, mais pas à moi. Les gens qui vont voir Gare à Perpignan de Bertrand Schmitt n'y vont pas par hasard. Voilà, bon, ça n'a rien à voir. Bruno, tu as travaillé, au-delà de ta fiche de poste de président d'Elidia, et tu as lancé un questionnaire en demandant qu'est-ce qu'ils veulent les Perpignanais. C'est vrai, après tout, c'est intéressant. Et 3000 Perpignanais se sont intéressés à ton questionnaire. Est-ce que c'est un anti-portrait chinois ou un questionnaire de Proust? C'est quoi le... L'idée, elle était simple, hein, quand on fait un petit peu de politique comme j'en fais maintenant depuis 4 ans en étant conseiller municipal d'opposition, on est totalement enfermé, une espèce de bulle cognitive autour de nous, c'est-à-dire les gens qui vous parlent vous disent toujours ce que vous voulez entendre. Voilà. Et je pense que toutes les personnes qui s'engagent en politique sont frappées par ça. Oui. Alors certaines s'y complaisent en se disant c'est très bien, les gens pensent tous comme moi, c'est super, c'est extraordinaire, je suis donc sur la bonne voie. Et puis d'autres s'interrogent sur la réalité de ce que pensent les gens. Et c'était l'idée avec cette grande consultation qui a été portée par l'équipe de l'association 100% Perpignan, c'était d'essayer de savoir ce que pensent réellement les Perpignanais. Et on a été très agréablement surpris parce qu'on était parti sur l'idée que si on avait 500 ou 1000 réponses à ce questionnaire qu'on a essayé de mettre dans toutes les boîtes aux lettres des Perpignanais, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il faut passer les balles. Quelquefois, il n'y a pas de boîte aux lettres ou tout simplement elles ne sont pas accessibles. Mais donc, on a essayé de les mettre donc, au début de l'hiver dans l'ensemble des boîtes aux lettres de la ville. On a eu 3000 réponses. On s'était dit, si on en a 500 000, ça sera vraiment génial et ça permettra déjà d'avoir une bonne visibilité sur un bon retour. Et on en a eu 3000 et ce qui est très étonnant, alors ces 3000 n'ont pas été sélectionnés sur aucune manière, c'est ceux qui ont bien voulu répondre qui ont répondu, hein. Donc on n'a pas appliqué de méthode de quota, ça ne vaut pas sans doute un sondage, ça ne vaut pas tout ça. Oui, mais c'est mieux qu'un sondage parce que sur 3000 personnes... disons que sur 3000, quelquefois quand je vois qu'à Perpignan on a financé des études qualitatives pour avoir un avis qui touchait 25 personnes... Non, ça c'est pour payer un marché, ça n'a rien à voir. Je me dis que 3000 personnes, même si elles n'ont pas été sélectionnées selon des méthodes de quota, elles ont quand même leur avis a de la valeur. Et en plus, ce qui est très intéressant quand on a regardé le détail de ces 3000 personnes, c'est qu'elles correspondent parfaitement à la répartition homme-femme de la ville de Perpignan, des habitants de la ville, et à la répartition d'âge de la ville de Perpignan. C'est-à-dire que toutes les tranches d'âge qui aujourd'hui vivent à Perpignan ont répondu, et je pense que ça donne donc une certaine valeur aux réponses qui sont portées. Alors, il y a un côté messire, on en a gros, comme on dit dans Camelot. Vous savez, on avait tout fait pour que ce questionnaire soit le moins politique possible. Il n'y avait pas de question politique. Nous, ce qui nous intéressait, c'était... Tout est politique, camarade. Mais au sens très noble du terme. Ce qui nous intéressait, c'était la ville, la vie des gens et ce qu'ils sentaient, ce qu'ils vivaient dans leur vie réelle, entre guillemets. Moi, il y a un chiffre qui m'a marqué, parce que je pense que c'est un chiffre auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est le fait que 42% des personnes qui répondent vous disent ne pas être fiers de vivre à Perpignan. Moi, si vous m'interrogez, je suis évidemment fier de vivre à Perpignan, même si quelquefois je peux en voir certaines limites, si je peux regretter certains comportements politiques. Il y a Épictète qui nous dit dans son manuel, et pas Weiss, l'homme qui est fier de son cheval est stupide. Il n'y est pour rien. Donc, dans la mesure où ils ne sont pour rien dans la fierté, donc dans le pas fier, pas plus. La différence entre un cheval et une ville, c'est que la ville, elle est habitée et que ceux qui l'habitent font cette ville. Donc, je crois que chacun a quand même est partie prenante dans la réalité de cette ville et dans l'animation et dans la vie de cette ville. Donc ne pas être fier de sa ville, ce serait un peu comme ne pas être fier d'une partie de sa famille. Il y a quelque chose qui est pas sain dans ce type de réflexion et dans ce type de réaction. Et encore une fois, qui pour moi dépasse complètement le cadre politique. C'est pas parce que vous avez un avis divergent de celui d'un maire ou d'une mairie que pour autant vous perdez la fierté de votre ville, la fierté de vos racines, de votre enracinement, de là où vous êtes. Il y a des gens de l'extérieur qui viennent nous dire qu'ils ne sont pas fiers de notre ville non plus. Je m'explique, j'étais à la Poste Polar il n'y a pas longtemps,
Et Isabelle, puisqu'il s'agit d'elle, me racontait que des touristes venaient lui dire, ils faisaient le tour de la boutique, elle dit je vous achèterai rien parce que vous êtes d'une ville fasciste. Et Isabelle de répondre comme le locataire de 6e dans une journée particulière, mais ce ne sont pas les fascistes, ce n'est pas les locataires du 6e qui a quelque chose contre les fascistes, ce sont les fascistes qui ont quelque chose contre les locataires du 6e. Oui, et puis pour moi c'est typiquement le genre de réaction qui n'a aucun sens, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout simplement, encore une fois, la question de la politique à Perpignan... Les gens se déplacent pour venir nous cracher à la gueule. Non mais la question elle doit être secondaire par rapport à l'avenir de Perpignan, par rapport à la vie à Perpignan, et c'était l'objectif de cette consultation, de ramener les questions au quotidien à ce qui fait la vie. Voilà. Ça, c'est le premier chiffre qui a été donné. Après, on a effectivement sur tout un tas de domaines et on a publié ces chiffres. La presse en a repris quelques-uns. Oui, donc il y avait la conférence de presse hier. Voilà, on a présenté un petit peu ça aux journalistes qui étaient présents. Cela va être largement diffusé à travers les réseaux sociaux, on va aller le remettre effectivement, toutes les personnes qui ont répondu à cette consultation, on va leur donner cette synthèse, parce que c'est aussi un grand truc souvent du politique, ça. Je vous demande ce que vous voulez, puis une fois que vous m'avez répondu, je passe à autre chose. Là, on a fait le travail, entre guillemets, jusqu'au bout, on a demandé aux gens ce qu'ils voulaient, on a dépouillé le travail et les questionnaires, parce que dépouiller 3000 questionnaires, c'est un petit peu de boulot quand même, et on a essayé d'en faire une synthèse qu'on restitue maintenant aux personnes qui ont répondu. Bon, on voit quoi ? On voit que quand même dans l'ensemble, sur un certain nombre de sujets du quotidien, il reste une insatisfaction et il reste une volonté de voir plus haut, plus loin. Et donc, ça ouvre sans doute des possibles. Plus grand, non, toujours pas. Peut-être que derrière le plus haut, plus loin, il y a aussi un peu de plus grand. En tout cas, retrouver la fierté d'habiter cette ville, de la vivre et de la faire. Alors, j'ai l'impression que cette ville est atteinte depuis longtemps du syndrome du membre fantôme. Et le membre fantôme, c'est la grandeur. Pourquoi ? Parce qu'elle a été capitale d'un royaume et que rare ville royale de France, voilà, de la France d'aujourd'hui. Voilà, peu de villes peuvent se prévaloir d'avoir été la capitale d'un royaume. Et ça, alors, par exemple, pas si loin, à la Casa Sancho, Louis XIV a assisté à un combat entre un ours et un patou. L'empereur Charles Quint y a passé 2 nuits, ce qu'on sait peu, et je ne parle pas des rois de Majorque. Et il y a eu un conclave dans l'église de la Réal, donc même le pape est venu. Voilà. Tout le monde est passé à Perpignan. Mais les gens ne savent pas. Le tout, c'est de savoir lire, en fait, de s'intéresser, et d'avoir une bibliothèque à peu près correcte, mais voilà. Et inconsciemment... J'ai dit un conclave, c'est un concile, pardon, oui. je rectifie. Mais c'est cool, de toute manière. Ça commence pareil. Donc là, oui, parce que... C'était à Avignon, dans le pire des cas. Oui. Enfin bon, ceci est une autre histoire. Mais des gens... Saint-François est passé par là, Saint-François d'Assise. Enfin, toute une série de gens... Mais Perpignan est une grande ville, nous en sommes tous certains. Oui, mais les gens, toi et moi, on sait pourquoi. Les gens, ils ont une arrogance, mais sans savoir pourquoi. Si tu veux dire. Non, mais je pense que c'est pas une arrogance, c'est surtout une arrogance flétrie. Non, mais quand vous vivez quelque part, vous avez besoin de bien y vivre. Et aujourd'hui, ils considèrent, et en tout cas la majorité considère, qu'ils ne vivent pas aussi bien qu'ils devraient vivre. Et je pense que c'est légitime comme aspiration. Ils reprennent des adresses, au bout de cochon hardi. Non, mais au bout d'un moment, on ne peut pas uniquement s'appuyer sur une histoire pour dire que la ville est grande. Oui. C'est-à-dire la ville est grande parce qu'elle a une histoire, mais parce qu'elle a un présent et parce qu'elle a un futur. Et ils veulent dire Perpignan Akbar. Et donc, il faut construire un futur à Perpignan, voilà, en s'appuyant sur le présent, parce que c'est grandeur, dans le cadre du présent que les gens vivent. Voilà, c'est ça qu'il faut trouver. Et je crois que cette consultation, elle dit ça, elle dit un appétit de la population qui a répondu pour une vie meilleure, et quand on dit meilleure, dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire qu'on a interrogé les gens aussi bien sur les sujets du quotidien, qui sont les sujets éternels d'une collectivité et d'une municipalité, la propreté, la sécurité, sur laquelle une majorité est insatisfaite, le transport, les mobilités, bon, tout un tas de sujets qui méritent effectivement d'être repensés à Perpignan, mais aussi sur l'aspect culturel, l'aspect des animations. On voit qu'il y a quelque chose de fort du lien entre les Perpignanaises et les Perpignanais et cette ville. Ils ont un avis sur le sujet. Tu as connu les estivales ? Mais oui, alors là-dessus d'ailleurs c'est assez paradoxal. Mon membre fantôme, culturellement c'est les estivales. Non mais c'est assez marrant parce que c'est un sujet sur lequel les réponses... Sainte-Marie-Pierre-Beau souvent. Les réponses des Perpignanais ont été plutôt favorables quand on les a interrogés sur les animations organisées dans la ville de Perpignan. Les jeudis notamment qui regrettent beaucoup. Oui, mais c'est marrant parce que justement, venons-en au jeudi. Nous on a interrogé en disant est-ce que parmi les animations qui existent aujourd'hui qu'on a citées, vous en êtes plutôt satisfait, vous souhaitez qu'elles se développent ou pas? Et la majorité des gens disent on en est satisfait.
Et quand on leur laisse la possibilité d'aller plus loin sans leur parler de rien, en leur laissant une ligne blanche sur laquelle ils peuvent écrire, il y a un mais qui intervient. 70%, donc c'est colossal, ont écrit, mais il faut faire revenir les jeudis de Perpignan. C'est assez marrant quand même de voir qu'un truc que nous n'avions pas évoqué est revenu dans 70% des consultations. On me le dit souvent. Mais pourquoi? Parce que derrière les jeudis de Perpignan, c'était avant tout une marque qui était établie et qui était une marque une habitude, un rendez-vous qui était pris et qui faisait que même les villages c'est marrant parce que régulièrement j'ai des hôteliers ou des restaurateurs de Canet ou de Saint-Cyprien qui me disent oui, mais de toutes les manières, nous savions que le jour des jeudis de Perpignan, c'était pas la peine de trop se démener, on savait que nous aurions personne, les gens étaient à Perpignan. Donc il y avait quelque chose d'installé. Et là, et c'est pour moi, ça c'est une source de désaccord avec la municipalité actuelle. Quand on a comme ça une marque installée, on peut vouloir faire revivre... Perpignan la Catalane, par exemple. C'est exactement le même type de procédé. Le temps que ça s'impose et le prix que ça coûte... Ça n'a aucun sens de casser ça. À la rigueur, on peut considérer qu'on peut en changer un petit peu le contenu parce qu'il correspond plus. Et puis c'est important que même une marque, elle vive au fur et à mesure du temps. Mais casser la marque, c'est totalement absurde et ça en dit assez long sur la méconnaissance de ce qu'est le monde réel de la part de certaines élites politiques. On peut vouloir qu'elle soit rayonnante, encore faut-il qu'on y mette l'énergie pour que ça rayonne. Oui, puis je crois que, vous savez, au bout d'un moment, moi je suis convaincu qu'une municipalité, sa principale marge d'action, c'est de créer les conditions pour que ceux qui doivent faire puissent faire, plutôt que de faire elles-mêmes. Comme dirait un poème de mon ami Alain Potier, déchez nos faits, laissez-nous faire. Oui, mais non, mais il y a quelque chose de ça quand même. Une mairie, elle n'est pas là pour faire. Le pouvoir ne s'exerce pas en faisant. Le pouvoir, il s'exerce en donnant les conditions pour que ceux qui doivent faire puissent le faire. Et de ce point de vue-là, aller casser les jeudis de Perpignan, aller casser Perpignan la Catalane, aller aujourd'hui par exemple déplacer l'office du tourisme qui est au cœur d'un bâtiment historique emblématique de Perpignan pour le remettre, parce qu'on ne sait pas comment l'utiliser, parce que derrière on a des idées plus ou moins saugrenues. Parce qu'ils ont viré la directrice pour mettre une amie de la femme. Oui, et puis tout bêtement parce que encore une fois on croit toujours qu'il faut faire. Mais je crois que vraiment, le rôle d'une municipalité, c'est de permettre de faire, avant de vouloir imposer ses vues dans tous les domaines. Le pouvoir s'induit, il ne se commande pas. Le pouvoir, je crois que quand il est subsidiaire, il est extrêmement fort. Voilà. Quand il est sans vision et sans bras et sans jambes, il n'est pas très efficace. Oui. Ou alors comme le chevalier qui a été démembré parce qu'il n'avait pas salué des prêtres. Comment s'appelle-t-il Picard d'Abbeville. Exactement. Et comment s'appelle le nom m'échappe, tu vois, c'est des trucs pauvres. J'arrive à te dire qu'il était d'Abbeville, etc. Enfin bon, il a été démembré aussi, mais ceci est une autre histoire. Qui a occupé Voltaire. Voilà, notamment, mais pas que Diderot un peu. Je suis un grand fan de Diderot, dois-je l'avouer. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est sur la culture. On ne connaît pas nos créateurs ici. C'était mon cheval de bataille, ça l'est toujours, et pas un cheval de Troie. On a de grands créateurs ici, dans le département, et ils ne sont pas mis en avant. On importe le défilé, par exemple, ça a coûté cher, parce qu'on aurait pu faire un carnaval. Tu vois, le retour du carnaval, ça fait travailler tout le monde, et donc les gens sont obligés de voter pour toi, parce que grâce à toi, ils ont participé au carnaval. Non mais pour moi là-dessus il y a deux choses assez distinctes. Il y a d'une part la culture et le fait qu'un certain nombre de grands artistes soient venus dans ce département, soient venus dans cette ville par le passé et devraient pouvoir y venir demain. Pour ça passe par le fait. Alors non mais surtout ça passe par le fait qu'il faut commencer par avoir un artisanat de qualité, parce que c'est souvent quand il y a un artisanat de qualité, on a par exemple la chance d'avoir tout l'artisanat qui devient un art autour du grenat. On a Saint-Vicent sur la céramique, on pourrait les multiplier. On a tout bêtement la lumière. La lumière qui dans ce département est particulière et fait que beaucoup des plus grands peintres sont venus ici pour chercher cette lumière et ces couleurs. Donc il faut d'abord un savoir-faire qui va faire que des artistes vont y venir pour utiliser ce savoir-faire. Vous avez dans un autre domaine, je prends cet exemple, vous avez un ESAT à Sorède qui fabrique des cravaches en micoucoulier, qui sont les cravaches d'Hermès. Et Hermès va les chercher ici parce que très clairement, il y a ce savoir-faire. Donc il faut d'abord un savoir-faire artisanal pour que les plus grands puissent venir. Ça, c'est le premier des sujets. Après, il y a le sujet du quotidien. Il y a le sujet de l'animation. Moi, je crois fondamentalement qu'une animation n'a de sens que si elle est un point de départ de quelque chose ou un point d'arrivée. La continuité.
C'est-à-dire qu'elle permet à toute une population de s'en emparer et d'en faire quelque chose et d'y trouver quelque chose. La civilisation, c'est l'art de créer des habitudes. Il y a plus. Oui, c'est tout à fait. Il y a de ça. Et par exemple, c'était quelque chose que j'avais pu faire remarquer aussi à la municipalité actuelle. Quand on fait un discours lors des vœux à la population sur le 1000e anniversaire de Perpignan, sur l'enracinement, sur des choses qui sont en soi qui ont de la valeur. Oui, mais il s'enracine à Sarasota. Oui, alors ça, je préfère ne même pas commenter les absences du maire, mais en parallèle de ça, si vous regardez bien, on invite dans la foulée un groupe de gospel qui vient du nord de la France, que l'on paye, pour venir animer le concert post-vœux. Parce qu'on n'a pas transmis la tradition du gospel chez les Catalans. Oui, mais on aurait pu, mais tout bêtement, on aurait pu faire venir... C'est dans nos champs de coton qu'est né le gospel. On aurait pu faire venir une coble, et puis si on avait voulu, on aurait pu lui demander de jouer au Happy Day, il n'y a pas de problème, ils savent faire aussi. Non mais, c'est-à-dire qu'on peut arriver à donner quelque chose de la culture, c'est-à-dire enraciner la culture, y compris, et l'ouvrir vers d'autres cultures pour en faire quelque chose. Là, c'est toute la discussion. Est-ce que André Bonnet est un profanateur ou un sacrilège? Je pense que c'est un profanateur sur la culture. Je crois que ça dépasse le cadre même des personnes. Et je pense que c'est un manque de vision globale et un manque de souci de Perpignan. Parce que si on... Vous savez, je prends souvent cet exemple. Si vous allez dans d'autres régions de France dans lesquelles l'identité est très marquée, très forte... La Bretagne. Prenons une zone que je connais, parce qu'il y a ma sœur. Prenons l'exemple de la Bretagne. Vous allez au Festival intersectique de Lorient, vous allez et vous allez avoir un festival de rock, mais dans lequel ils vont penser et vivre breton. Et ce festival, il pourrait pas avoir lieu dans une autre région de France. Faisons tout. Or le beurre salé, point de salut. Faisons tout. Mais d'ailleurs en Bretagne, il n'y a pas de beurre doux dans les rayons. Mais faisons tout pour que ce que nous faisons, ce que nous vivons ici, ce que nous organisons, qu'il soit enraciné dans la vie des gens et que ça ne puisse pas avoir lieu ailleurs qu'ici. Qu'est-ce qui fait que je suis pied noir Qu'est-ce qui fait le matin? Est-ce que c'est parce que je prends de la mouna quand je trempe dans mon thé à la menthe et à l'absinthe? Je sais pas, tu bois du café, donc je sais pas très bien, j'ai l'impression que tout se mélange dans ta tête. Je suis un arlequin de l'identité. Non, mais... J'ai été élevé chez les jésuites, ce qui me permet... L'identité, pour moi, elle est simple. Si j'aime une région, si j'aime, quand on me demande si je suis catalan, puisque j'aime la Catalogne, puisque j'aime cette région, puisque j'aime Perpignan, je suis catalan. Un légionnaire. Ma patrie, c'est là où je pose mon sac. Non, mais c'est là où ma patrie, c'est là où je vis, là où je construis ma vie, et là où je construis aussi. Non, mais où mes enfants se construisent, où mes... Oui, parce que tu as décidé de revenir ici. Donc c'est un vrai choix. Oui, mais je pense que c'est un choix et c'est comme ça que ça se passe et c'est ça, je pense, la grandeur de toute identité, c'est qu'elle s'acquiert par le mérite et par l'amour que l'on a pour les cultures qui sont proposées. Voilà, c'est la définition de l'identité française. Oui, je crois que c'est un creuset qui permet effectivement à des gens venus d'horizons très divers, avec des histoires différentes, et puis toute l'histoire de France montre ça. Non, mais l'histoire de France, elle a été faite, ça m'a toujours fasciné, ça, de voir qu'elle a été faite notamment jusqu'à la Révolution française, de rois et de reines qui, pour l'écrasante majorité d'entre eux, n'étaient pas français, puisque par principe, ils venaient d'un peu partout. Et ça ne les empêchait pas d'être totalement français. Tu parles des rois. Et la République, ça t'arrive? La République dans pas que maurassien, je veux dire. Ah non, je suis même pas du tout maurassien, mais la République de ce point de vue-là, elle n'a pas eu les mêmes, elle a aussi, d'une autre manière, intégré des centaines et des milliers de populations. Non, je vous disais juste dire que l'histoire ne débute pas la Révolution française je parle pas de ça du tout. Avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Je parle pas du tout de ça. Je parle du fait que on oublie toujours que l'histoire de France est une histoire d'identités multiples qui se sont fondues dans une histoire nationale. Y compris à la période la plus non, mais celle qui peut sembler la plus lointaine et la plus ancienne de la monarchie. Mais je crois que fondamentalement c'est inscrit depuis toujours dans l'histoire de France et c'est inscrit depuis toujours dans l'histoire de Perpignan aussi. Est-ce que parce que la France, comme c'est un carrefour, c'est un magasin de détail? Mais oui, là on sent que tu as une approche de la grande distribution particulièrement intéressante. Non, j'en parle parce que je connais les Visigoths que je croise au supermarché. Donc voilà. Alors, reprenons le cœur de notre ouvrage, à savoir le tien, qui n'est pas un livre, qui est un fascicule. Qu'est-ce que tu as découvert en entretenant les 3000 Perpignanais qui y ont répondu?
Non, mais j'ai déjà découvert qu'il y avait 3000 Perpignanais à Perpignan qui étaient prêts à passer du temps à répondre à un questionnaire de 4 pages, à apporter des réponses quelquefois très constructives, très étonnantes, et donc 3000 Perpignanais qui avaient le souci de leur vie, le souci de leur quotidien. Plusieurs interviews, mais, mais pour moi, c'est... concrètement, donne-nous des chiffres. Non, mais quand on aime, on ne compte pas. Non, mais c'est extrêmement concret. Après, j'ai été aussi fasciné de voir que beaucoup de Perpignanais connaissaient très agréablement surpris de voir que beaucoup de Perpignanais s'intéressaient à leur ville, la connaissaient. Et c'est l'exemple que je vous prenais tout à l'heure des Jeudis de Perpignan, on n'en parle pas, 70% des 3000 répondants vous parlent de ça. Donc il y a des choses qui sont imprégnées dans la logique. Après, fondamentalement, je découvre que le travail, mais je découvre pas, je continue de constater que la ville de Perpignan est assez en retard sur tout un tas de sujets, notamment sur cette question, il y a 3-4 priorités qu'on a évidemment, mais qui sont relativement visible si on se promène en ville. Il y a cette question de la vitalité, de la revitalisation du centre-ville dans tous ses aspects, aussi bien en termes d'habitants, en termes de professions libérales qui travaillent, de petites entreprises qui y vivent, en termes de commerce évidemment qui découle de tout ça, en termes de mobilité. Il y a une refonte complète de ça. J'ai été pour le coup impressionné parce que je l'imaginais moins haut par le fait que 78% des Perpignanais disent vous devez prendre les choses en main sur les questions de développement durable. Là, il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus fort que ce que j'imaginais. J'imaginais bien que c'était quelque chose d'important dans la vie des gens, et d'autant plus... Alors, qu'est-ce qu'on entend par développement durable? Parce que... Non, mais très clairement, aujourd'hui, ça s'incarne dans le fait que jusqu'à présent, beaucoup de choses restaient très lointaines. Dès le moment où vous vivez dans un département qui est en restriction d'eau depuis 3 ans, vous découvrez que votre jardin, si vous en avez un, vous ne l'arrosez plus. Vous découvrez que votre voiture, vous ne pouvez plus la laver. Vous découvrez que déjà dans la vie quotidienne, des choses changent. Des choses qui peuvent sembler rien du tout, mais qui finalement prennent une importance forte pour les personnes. Donc, non, mais je crois que de ce point de vue-là, et puis derrière, pour moi, derrière cette idée de dire développement durable, c'est d'abord l'idée de dire rénovation urbaine aussi, c'est-à-dire comment on repense complètement la ville au XXIe siècle, à l'époque des canicules successives, à l'époque du manque d'eau, et comment on repense tout ça, parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui comme on les faisait il y a 25 ou 30 ans. Or, force est de constater quand même que sur certains aspects, la ville de Perpignan n'a pas beaucoup bougé. Si on prend par exemple l'aspect de la circulation, c'est assez impressionnant de voir que J'étais victime, il y a des travaux, il y a encore pas longtemps, j'ai dû faire 500 mètres jusqu'à mon taxi pour me rendre à mon lieu de nettoyage. Mais, non, avec l'humidité, toi tu es jeune, tu as des articulations en état. Mais... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que fondamentalement, la réflexion sur la place des différentes mobilités, ça c'est un truc qui m'a marqué aussi là-dedans. Vous avez les mêmes personnes qui vous disent il faut de la place pour les vélos, pour les trottinettes, mais attention, il faut aussi que les piétons soient en sécurité sur les trottoirs. Oui, parce que tout le monde fait n'importe quoi. Non, mais il faut qu'en fait... Il faut éduquer les gens en général. Il faut que chacun puisse trouver sa place. L'idée, c'est pas d'opposer les uns aux autres. C'est que chacun trouve sa place. On va à cheval, et puis après on est en calèche. Et puis après, on est en grand bi, donc... Mais actuellement, on est en partie en voiture, en partie en transport en commun, en partie à pied, en partie en vélo-trottinette. Mais je ne suis pas certain que la ville de Perpignan se soit vraiment repensée depuis quelques années pour tenir compte de ces nouveaux usages. Toi, tu n'es pas certain, mais pour y vivre au cœur, comme toi, moi, je m'en rends compte tous les jours. Oui, qu'elle n'est pas repensée. Non, oui, non mais par exemple, parce que je suis aimable. Tu prends la place Rigaud, c'est un peu là où je vis, finalement. Ils t'ont fait des travaux, mais c'est devenu absolument vide. J'ai posé la question lors d'un conseil municipal de l'utilité sociale de cette place. C'est-à-dire que pour moi, ça voulait dire quelque chose, l'utilité sociale. Il y a dû les choquer, utilité et sociale. Et donc on m'a répondu, vous comprenez rien, vous êtes donc contre les travaux de rénovation de cette place. Je leur ai juste dit non. Il me semble qu'une place qui est notamment, dans le cœur de cette place, c'est la vie étudiante avec notamment la bibliothèque universitaire. On pourrait imaginer au minimum qu'un étudiant puisse attacher un vélo. Donc on pourrait imaginer que quelque part, il y a un endroit où on puisse attacher un vélo. Fou quand même, on tient à le dire. On pourrait imaginer qu'il y a quelque part un banc qui puisse permettre à 2 personnes de s'asseoir pour échanger. On puisse imaginer qu'il y a un peu moins de bornes qui donnent l'impression d'un espèce de parcours du combattant. Non, mais la sur place les plages de Normandie, c'était pareil. Donc, Voilà, non, mais il y a 50 ou 60 bornes sur cette place qui ne donnent pas un aspect de convivialité. On pourrait imaginer que... C'est pas des bornes pour to be alive. Non, mais... Et tout ça. Et même des tables. Même quand il fait beau, il puisse étudier dehors. Pourquoi pas? Non, mais on pourrait être totalement fou. Mais cette question d'utilité sociale, pour moi, c'est un truc qui me fascine parce que c'est essentiel. On se cache derrière un mot. Derrière. Non, mais quand on pense l'urbanisation d'une ville,
il faut d'abord penser à quoi va servir ce qu'on est en train de construire, à quoi va servir un équipement, à quoi va servir une rue, une place. J'ai posé cette même question lors d'un dernier conseil municipal. On nous parle de piétoniser le reste du quai Sébastien-Vauban, qui ne l'est pas. Il y a un côté pas. David Vincent quand intervient. Il les a vus. Je sais pas, je fais ce que je peux. Hein, non, mais j'essaie de dire, j'ai la chance d'être libre, de pouvoir dire ce que je crois juste. Quelquefois je me trompe, comme tout le monde. Quelquefois j'ai raison. Et j'essaie juste de comprendre les choses et de les dire telles que je les crois. Voilà. Ouais. Et pour moi, ça me fascine. Il faut arriver, évidemment, à repenser. Et ce souci des Perpignanais sur le développement durable, il est là. C'est quand on construit une place, on la pense comment, dans le cadre de ces canicules à venir, dans le cadre de ce manque d'eau, et on la pense comment elle va permettre de faire que les habitants autour se disent, voilà, un lieu de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très impressionnant quand on va notamment dans les villes, quand on va à Gérone ou Barcelone, on voit bien combien il y a beaucoup plus de vie dans les villes. Prenons le cas de Gérone, qui est plus proche en taille que de Perpignan, on voit une ville qui vit. Là, tu parles Perpignan, de la civilisation. On a une ville qui, quelquefois, ne donne pas l'impression de vivre vraiment, alors qu'elle a les mêmes atouts que Gérone, elle a les mêmes positionnements géographiques. C'est une question d'Alain Potier, toujours, parce que j'étais avec lui, enfin comme souvent d'ailleurs, parce qu'il a toujours des bons cigares, alors ça aide. Et il fait de la poésie, donc ça distrait. Donc c'est... Qu'est-ce qu'il y a de méditerranéen, t'a-t-il demandé justement à Perpignan? Parce qu'on nous parle souvent. Moi, je me rappelle d'un article que j'avais écrit, parce que tu avais d'un côté le festival Mare Nostrum d'Agnès Langevin, et de l'autre, André Bonnet qui nous disait « La Méditerranée, c'est moi ». Et ce à quoi j'ai répondu, vous êtes tous des tarlouses. Ceux qui ont... Je ne sais pas si j'aurais utilisé ce mot-là, mais... Oui, mais enfin bon, c'est pour ça que je m'appelle l'archipel contre-attaque. J'ai l'esprit cavalier. Je dis, ceux qui ont la légitimité, c'est ceux qui naviguent et ceux qui meurent. Vous avez le cul sur le sable, vous n'avez rien à dire sur la Méditerranée. Non, alors, je pense que le premier des points qui fait que Perpignan est une ville méditerranéenne, c'est une ville qui vit au bord de la Méditerranée, non mais qui tout bêtement... Oui, mais elle a coupé son cordon je te dis, jusqu'à Canet. Tout bêtement, c'est une ville qui vit au bord de la Méditerranée et qui surtout est dans un département qui lui-même vit sous un climat méditerranéen. Oui. Ce qui veut dire que, par le passé, à une époque où on était très proche de cette vie avec la nature, c'est une ville qui a été structurée autour de ce climat, autour de cette manière de vivre. Et quand on regarde l'architecture d'un certain nombre d'hôtels en plein centre-ville, un certain nombre de choses, on voit cette culture méditerranéenne, cette culture du patio, cette manière de vivre. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que depuis un certain nombre d'années, on a sans doute perdu les références à cette Méditerranée. On a perdu la manière de vivre à la méditerranéenne, qui est une culture qui s'est beaucoup mieux préservée, notamment du côté d'une ville comme Gérone. Ça n'est pas Kentucky Fried Chicken. Disons qu'encore une fois, ça n'est pas méditerranéen. Il faut accepter l'idée que la Méditerranée, c'est l'Amérique. On n'est pas dans une espèce de réserve d'Indiens qui serait préservée de toutes les influences étrangères ou de toutes les influences commerciales étrangères, évidemment. Mais on peut quand même cultiver en interne les qualités qui sont les nôtres. Mais je crois que ces qualités méditerranéennes, c'est d'abord une manière de vivre, un art de vivre, et un art d'habiter. Et il faut qu'on retrouve cet art d'habiter. On prenait tout à l'heure l'exemple des patios. C'est quand même fou que dans une ville comme Perpignan, il y ait plusieurs dizaines de patios dans le cœur de ville qui soient tous fermés tout le temps. Alors qu'il y aurait sans doute là un lieu de vie, il y aurait quelque chose à y construire. Ne serait-ce que des cafés. Oui, par exemple. Parce que moi, j'ai un patio. C'est nous, les aristocrates, nous avons ce luxe. J'ai un patio. Oui, alors on n'est pas... Et entouré de la forêt de mes avocatiers, et pas de mes avocats, j'en ai aussi une forêt, bien sûr. Eh bien, je prends le thé l'après-midi dans la fraîcheur de mon patio, quand l'été se fait trop lourd. Non, mais encore une fois, on vit la Méditerranée parce qu'on vit les températures du bord de Méditerranée, on vit la douceur de vie du bord de Méditerranée, on a la végétation, le patrimoine végétal du bord de Méditerranée. On a plein d'éléments qui font de Perpignan une ville méditerranéenne. Charge à nous maintenant d'en faire aussi une ville dont parce que je crois que la culture, c'est d'abord tout quelque chose qui va vous aider à vivre. Donc comment on développe cette culture méditerranéenne qui va être un art de vivre. En fait, tout Perpignanais devrait vivre comme le prince Salinas dans le Guépard. Alors ça serait le rêve que tous les Perpignanais puissent arriver à ce niveau de vie. Je crains que ce soit légèrement utopique. Oui, ben il avait prédit. Nous étions les lions et les guépards, après nous viendront les hyènes. Mais ceci est une autre histoire pour reprendre Kipling. J'ai été très attristé pour toi à un épisode dont on va reparler, parce que on n'en a pas assez parlé. Tu étais dans une minorité, puisque tu n'es pas dans la majorité, et il y a eu 2 transfuges de classe.
Chantal Bruzzi et Monsieur Parra. Est-ce que tu t'es pas senti trahi comme le Christ Ah non, alors ça déjà, c'est le genre de comparaison que j'ai pas l'habitude de faire. Non, vous savez, la vie politique depuis le début du mandat, certains étaient avec nous, ils sont partis. Certains étaient avec nous, sont partis dans l'équipe de Louis Alliot. D'autres étaient avec nous, aujourd'hui ne sont plus avec nous, sans pour autant être dans l'équipe de Louis Alliot. C'est une mauvaise entente, un malentendu. Non, mais vous savez, je crois que dans la vie, ou juste la volonté d'être du bon côté du manche. Non, parce que pour l'instant, j'ai cru comprendre, et c'est ce qu'ils ont en tout cas affirmé, qu'ils restaient dans l'opposition. Donc ils voulaient seulement une organisation différente de l'opposition, de leur point de vue. Donc c'est toi qui détestes. Non, je crois pas du tout. Non, je crois pas que ce soit lié à ça. D'ailleurs. C'est quand la dernière fois que tu as pris le thé avec Chantal? Moi, vous savez, j'ai un avantage, c'est que j'essaie, je crois, d'être à peu près correct avec tout le monde, ce qui m'empêche pas d'avoir des idées différentes d'un certain nombre de personnes, de saluer tout le monde, de ne pas tomber dans ces. Ah non, mais il faut leur demander à eux. Moi, on n'a pas eu d'échange sur cette question-là. Vous leur demanderez, ils vous répondront. Non, je crois que fondamentalement, on peut pas passer sa journée à expliquer qu'on se bat pour plus de liberté, dans tous les domaines, qu'ils soient économiques, qu'ils soient machin, pour dire à un moment que dans l'organisation politique, il faut caporaliser les gens. Si certains se sentent pas à l'aise, moi je suis très heureux qu'ils aillent s'épanouir ailleurs, il n'y a aucune difficulté. Toi, t'es dans quel parti si tu as Moi je n'ai jamais eu de carte de parti politique, je n'ai pas de carte de parti politique, c'est un choix personnel depuis longtemps, mais j'accepte de ne pas être jugé en la matière, ce qui ne m'empêche pas d'avoir un immense respect pour ceux qui s'engagent dans des partis politiques, avec une petite nuance. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour ceux qui s'engageaient pour des idées dans un parti politique. Et il faut reconnaître aujourd'hui que beaucoup de partis politiques ont abandonné la bataille des idées pour se concentrer surtout sur des écuries présidentielles ou sur des combats électoraux. Ça s'appelle la Légion étrangère. Je suis pas tout à fait sûr que... Et donc aujourd'hui, je crois que ces partis politiques, des militants qui s'engagent dans ces partis pour des idées et qui restent fidèles à ces idées tout au long de leur vie, je trouve ça assez admirable. Mais à titre personnel, ça ne m'a jamais correspondu. Le parti politique, contrairement à ce qui est inscrit dans la Constitution de la 5e, il ne concourt plus à la démocratie en tant qu'outil de pensée. Mais il devrait le faire et il faut se battre pour que les partis politiques reviennent à cette idée-là. Et ce qui faisait d'ailleurs la différence entre la droite et la gauche. La droite était plutôt rassembler tous les partisans de la notion de liberté, quand la gauche rassemblait plutôt des partisans de la notion d'égalité, c'est-à-dire l'un et l'autre considérant que l'égalité était plus importante que la liberté et vice-versa. Et c'était d'ailleurs cette saine alternance qui permettait de temps en temps de rééquilibrer les curseurs sur ces deux sujets dans la manière de concevoir les lois, de concevoir la vie en société. Et cette alternance était positive. Aujourd'hui, malheureusement, je crois que ces notions sont assez éloignées quelquefois des idéaux de certains partis ou de certaines manières de faire de la politique. Est-ce qu'il y aurait pas une espèce de diplôme à tout candidat pour savoir qu'il est bien les prérequis, comme on dit? Non, ça je crois que le suffrage ou censitaire ou le suffrage... Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Non, mais un diplôme, pas qu'ils soient diplômés, c'est qu'on leur fait passer le niveau du certificat d'études pour voir s'ils savent ce que c'est que la droite, la gauche, qu'ils aient au minimum les notions. J'ai la naïveté de penser qu'au bout d'un moment, si on travaille sur le terrain, si on s'adresse aux électeurs futurs, mais si on ne leur parle pas comme des enfants, c'est-à-dire en leur faisant des promesses infantilisantes. Mais non, et je crois que ces espèces de... côtoie les gens du commun. Ces successions de promesses infantilisantes, de langage simplifié, de slogans sur les réseaux sociaux, d'attaques en permanence, je pense contribuent surtout à casser la vie politique plus qu'autre chose. Donc, mais moi je fais partie de cette génération qui pense qu'aujourd'hui, on peut parler assez librement, on peut critiquer un certain nombre de choses, on peut en applaudir à d'autres, et je crois que ça peut suffire, et je ne cherche pas moi à rentrer dans les codes de la politique telle qu'elle peut être vécue aujourd'hui. Après, c'est plus de la politique. La force qui est la mienne dans la matière, j'ai la chance, et c'est une chance, je le reconnais, d'avoir un métier qui me permet de vivre, et donc à partir de là, je suis très détaché de beaucoup de choses, et mon engagement n'est pas uniquement par intérêt personnel. Voilà. Tu crois, comme Kleist, philosophe allemand du XVIIIe, que la politique reste ce qu'avaient créé les Grecs, à savoir un art architectonique, pas un art de détaillant? Ah non, mais moi je suis convaincu que la politique aujourd'hui c'est un des engagements les plus nobles au sens bon du terme. C'est-à-dire que c'est un engagement qui est avant tout un don pour un service. Et un service, le service du bien commun. C'est un rapport sacrificiel. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier ta vie? Je crois que vous avez de toute façon forcément, quand vous faites de la politique, oui, il y a une forme, en tout cas il devrait y avoir une forme de sacrifice. Parce qu'il y a quelque chose... non, je me passe pas d'un point de vue chrétien là, en l'occurrence. En général, c'est l'individu
individu qui se sacrifie au collectif. Non, mais c'est exact. Mais de la même manière. Mais vous avez la même chose si vous regardez une équipe de rugby. Au bout d'un moment, il y a quand on décide de s'engager ensemble, il y a un moment, il y a un aspect sacrificiel. C'est-à-dire, on va pour un collectif. Ça demande évidemment de faire des efforts et on va. Voilà. On va à la passion. Et normalement derrière il y a une forme de difficulté. Après il y a aussi toujours pareil quand vous vous engagez, je pense que pour on le voit avec le sportif de haut niveau, il fait des efforts qui sont quand même assez conséquents pour arriver à ce qu'il doit faire. Et il en trouve quand même un véritable bénéfice dans la récompense d'avoir réussi, de s'être lui-même dépassé, et puis d'avoir servi et fait plaisir à tout un tas de gens qui ont pu admirer ce qu'il a fait. Et je crois que de ce point de vue-là, dans la politique, il y a quelque chose aussi de difficile, en tout cas, il doit y avoir quelque chose de l'ordre de je donne de mon confort pour m'engager. Et il y a évidemment, il ne faut pas non plus mentir, il y a la retombée d'avoir fait, entre guillemets, quelque chose de bien, qui doit être efficace. C'est quand même pas mal. Oui, alors ça, je ne sais pas si la reconnaissance sociale est vraiment le point qui doit être déterminant dans un engagement politique, mais... J'ai pas eu envie d'être notable, alors ça je ne suis pas sûr que ce soit, en tout cas, je crois qu'il y a beaucoup d'autres moyens d'être un notable. Non, parce que j'ai connu des gens, ils étaient déjà bourgeois, ils disent, bon, maintenant, il manque le petit supplément, ce je ne sais quoi, comme disent les Français. Chacun fait comme il peut dans les raisons qui sont les siennes. Madame, ou Yette, que sais-je. Que voulez-vous, chacun a ses besoins. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, ça, il y a une conférence de presse hier. On le trouve dans toutes les bonnes épiceries, les bonnes boulangeries. On va le trouver aujourd'hui sur la page de l'association 100% Perpignan. On va trouver Ça a été imprimé. Ça a été imprimé, donc on va le trouver dans certaines. On va le distribuer. On va le faire circuler sur les réseaux sociaux. On va le faire circuler pour que, encore une fois, les Perpignanais qui ont montré qu'ils s'intéressaient à l'avenir de leur ville puissent voir que nous aussi on s'est intéressé à ce qu'ils nous ont présenté et qu'on a essayé d'en faire une synthèse et qui va nous permettre ensuite demain, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, il y a tout un tas de groupes de travail qui sont à l'œuvre autour de 100% Perpignan. Parce que 100% Perpignan, c'est pas une écurie municipale. 100% Perpignan, c'est un mouvement qui rassemble des gens qui sont attachés à Perpignan, venus d'horizons quelquefois politiques et philosophiques différents, mais qui veulent peser sur la vie politique des prochaines années, mais plus largement que ça va dépasser la question de l'élection municipale de 2026. Voilà. Parce que je crois, c'est là aussi. Après 2026. Non, mais c'est aussi, vous savez, un tort des politiques. J'ai été frappé, par exemple, maintenant que quand je me déplace, il m'arrive régulièrement de donner un numéro de téléphone portable aux gens que je rencontre en disant mais n'hésitez pas si vous avez besoin. Voilà. Bon, Dieu merci. Et justement, mais beaucoup me disent, mais c'est pas un numéro qui, dès que l'élection sera passée, n'existera plus. Parce que c'est quelque chose qui est malheureusement Christian très Bourquin fréquent chez les... une carte, quand on appelait, moi je voulais avoir Christian Bourquin en vrai. Et c'était une autre fois, je dis, vous n'êtes pas Christian Bourquin. Oui, mais au moins vous aviez quelqu'un. La vraie difficulté, c'est que vous avez aussi tous ces numéros qui sont pris pendant une campagne et puis qui, une fois la campagne terminée, sont rendus, il n'y a plus d'abonnement et le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. C'est toujours le bon numéro du maire. Vous comprenez que c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Voilà, ça fait partie des promesses infantilisantes desquelles il faut sortir. Oui, parce que les gens ne sont pas dupes. Non, puis vous savez, ça c'est un des points qui me fascine le plus, mais il y a aujourd'hui quand même me fascine, non, m'effraie. Il y a une désaffection totale vis-à-vis de la vie politique. C'est-à-dire que 3000 personnes qui répondent sur, je sais pas, sur 85 000, allez, on va dire sur 65 000 personnes inscrites sur les listes électorales, c'est peu finalement. On est à 5%. C'est pas non plus un chiffre astronomique. Alors, quand tu m'en as parlé en premier, je dis, c'est un peu court, je note. Non, mais par rapport à la plupart de ces consultations qui rassemblent 25 par rapport aux autres, c'est toujours mieux. Mais ça reste quand même relativement peu par rapport à l'ensemble de la population. Mais je crois que l'ensemble de la population se désintéresse fondamentalement de cette politique tout pour les désintéresser. Non, puis parce que je pense qu'elle est convaincue que cette politique n'a plus de prise sur leur vie réelle. Et donc à partir de là, les politiques ont renoncé à avoir le pouvoir. Ils veulent les titres parce que le pouvoir, comme la vérité est ailleurs, comme disait Chadel. Moi je dirais pas qu'ils ont renoncé à avoir le pouvoir. C'est juste que le pouvoir, il est toujours évidemment complexe à exercer et qu'à partir de là, ça demande de travailler beaucoup. Ça demande de se sacrifier beaucoup. Oui, mais je suis convaincu et j'ai vu beaucoup de villes de France. L'agglo, si t'as pas l'agglo. Oui, vous savez, j'ai vu beaucoup de villes de France, j'ai été faire le tour d'un certain nombre de villes, de maires qui m'ont reçu pour échanger avec eux de grandes villes, et tous m'ont dit la même chose.
quand à un moment il y a une volonté, on peut y arriver. Oui, comme disait Lénine, là où il y a la volonté, il y a le chemin. Mais derrière la volonté et le chemin, souvent il y a beaucoup de travail. Et c'est là qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'effort. Il y a le travail. Travail, la présence. Il faut que tu aies en tête que l'économie de la rente, ça n'est pas un vain mot ici. C'est-à-dire que pour que les gens gardent le marché, pour que les Bourbons et les Salinas gardent le marché, on ne peut pas se permettre d'avoir Garibaldi. Oui, mais c'est une tentation qui est partout. Alors peut-être que certaines configurations de ce département ont fait qu'effectivement, la rente a été plus présente. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui est inscrit dans le cœur de l'homme, de vouloir conserver ou de développer un patrimoine, de le transmettre. C'est normal que ce soit inscrit dans les... Voilà. Donc, mais encore une fois, il est possible d'agir, et à l'unique condition d'avoir une volonté de le faire, et à l'unique condition d'avoir une conception, à mon sens, de l'engagement politique un peu différente de la conception, quelquefois, qui est très ancrée chez certaines personnes, que je ne nommerai pas. Alors, est-ce qu'il y a des prochains rendez-vous, te retrouver, comme Récré 2 un peu Actuellement, on continue en fait avec 100%. Il y a la distribution qui est. Oui, et puis avec 100% Perpignan, on va continuer le travail qu'on fait déjà depuis plusieurs mois, même plusieurs années, qui est d'aller rencontrer les forces vives de cette ville. C'est-à-dire que toutes les semaines, on organise 15-20 rencontres, réunions chez l'habitant pour ceux qui souhaitent nous recevoir. Et voilà, on travaille, on réfléchit, on parle beaucoup de Perpignan, de la vie des gens. Et on essaie de construire vraiment un avenir possible, et on pèsera dans les prochaines échéances électorales en apportant les idées qu'on nous a soumises, en les ayant travaillées, en les rendant réalistes aussi, parce qu'il faut derrière une des grandes raisons du désamour des habitants pour la politique, c'est que quand on leur promet quelque chose pendant 25 ans, au bout d'un moment, ils savent très bien que ça ne sert à rien d'y croire. Oui, voilà, donc gitane, des trucs. Non, mais il faut éviter, il faut arriver, ce qui est un enjeu, parce qu'à la fois, la population attend beaucoup de promesses, parce qu'elle a besoin que beaucoup de choses changent. Elle y vit en vrai. Et en même temps, et elle a raison d'attendre beaucoup, et en même temps, elle a besoin quand même que ces promesses soient réalistes. Et donc c'est tout le travail d'essayer de convertir les besoins en projets réalistes, réalisables, en tenant compte à la fois de la réalité des finances de la ville, qui vont pas forcément très bien, en tenant compte de la division des pouvoirs qui était évoquée précédemment, en tenant compte de la réalité aussi de ce département, en tenant compte de toutes ces choses. Mais finalement, c'est ça qui rend le projet exaltant. Est-ce que tu rencontres des gens qui ont cette volonté d'être maire, j'allais dire, mais bon. Je pense qu'on nous a parlé du petit-fils de Franco, Arlette, pas le Caudillo. Untalbrett, comme on dit chez nous. J'ai vu Christophe Euzet il n'y a pas longtemps, parce que moi je trouverais intéressant que vous débattiez, pas pour dire je suis le meilleur, pas pour faire un concours d'aller le plus loin. Et je dis pas avec quoi, mais c'est un G. Pour frotter vos cervelles, comme disait Montaigne. Non, mais aujourd'hui, je trouverais ça intéressant. Non, mais aujourd'hui, pas dire qui est le meilleur à la fin. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui est fait, entre guillemets, en coulisses, c'est-à-dire la discussion sur le projet. Non, mais c'est là que ça se passe. Aujourd'hui, je crois que ça n'a pas beaucoup de sens d'aller... Vous avez réveillé ma bonne amie Jacqueline Amiette Donat. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens, à mon sens, justement. Ouais. Non, mais d'aller débattre de projets qui sont plus ou moins, pour l'instant, qui ne sont pas encore construits et structurés. Non, mais il y a un temps pour tout dans la vie, y compris dans la vie électorale. Le jour où je serai candidat, je débattrai avec tous ceux qui voudront débattre. Le jour où d'autres seront candidats, on débattra ensemble. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. On en est d'abord à labourer, et je pense qu'avant de partager un bon je pense que avant de partager un bon repas, il faut d'abord labourer, il faut semer, il faut récolter et cuisiner. Donc, tu parles de hiérarchie. Voilà, donc on va commencer par mettre les choses dans l'ordre. Actuellement, on laboure, on va semer, et puis on verra bien déjà qui récoltera et qui cuisinera. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a un dernier mot avant qu'on close? On pourrait parler pendant des heures de Perpignan, mais je pense que c'est... Plus d'1 million d'années, toujours en été, on dirait le Sud. Mais c'est bien de s'arrêter à un moment ou à un autre, il faut quand même que... Voilà. Il y a un site où on peut retrouver tout ça? 100% Perpignan. Ouais, voilà. Sur ça lequel n'a rien on à voir retrouve avec tout. La radio 100% hit. Et non, ça n'a rien à voir, mais... De John Bourgeois. Exactement. Très Allez, bien. merci Nicolas. Merci.